OK, nous allons commencer. Il y a encore quelques personnes qui arrivent. Donc, merci à tous de nous avoir rejoints aujourd'hui. Je m'appelle Stéphanie Ekstrom et je suis la directrice du développement communautaire. Je vais partager mon écran, excusez-moi. Je vais partager mon écran. Est-ce que vous pouvez voir mon écran? Parfait, merci. Nous allons recommencer. OK, je suis directrice du développement communautaire à la Recherche Data Alliance des États-Unis et hôte du webinaire d'aujourd'hui intitulé Identification persistante des instruments. Avant de commencer la présentation d'aujourd'hui, j'ai quelques informations sur la RDA et sur la gestion du webinaire à partager avec vous. La Recherche Data Alliance est une communauté de plus de 12 500 experts en données de 147 pays du monde entier qui collaborent et construisent des ponts sociaux et techniques permettant le partage et la réutilisation ouverte des données. Les membres de la RDA se rassemblent au sein de groupes de travail, de groupes d'intérêt exploratoires et de groupes de communautés de pratique auto-formés pour échanger des connaissances et des découvertes, des obstacles et solutions potentielles, définir des politiques et tester des normes. Bon nombre des 86 groupes actifs ont produit des résultats pour améliorer et faciliter le partage et la réutilisation des données au niveau mondial. La RDA compte également 30 groupes nationaux qui supportent les initiatives des membres de la RDA de ces régions en leur offrant une plateforme pour interagir au niveau mondial. Ces groupes nationaux peuvent être des pays individuels ou un groupe de pays. Par exemple, la région des Amériques comprend tous les pays d'Amérique du Nord et d'Amérique latine. Il y a également 4 régions contributrices, la France, l'Australie, l'Union européenne et les Nations unies, qui fournissent chacune les ressources nécessaires au soutien et à la pérennité des opérations mondiales de la RDA. La RDA US, qui accueille le webinaire d'aujourd'hui, est une de ces régions reconnues et qui compte plus de 2600 membres qui contribuent à renforcer la communauté des infrastructures de sciences de données. En plus des 4 régions contributrices, il y a également 58 membres organisationnels qui contribuent également aux ressources des opérations mondiales de la RDA et 12 membres affiliés qui soutiennent la RDA de diverses manières. Donc, je donne quelques remarques sur le webinaire d'aujourd'hui et nous allons commencer. Merci. Merci de nous avoir rejoints. Donc, aujourd'hui, nous sommes heureux de vous informer que nous traduirons en temps réel de l'anglais vers le français et l'espagnol. Si vous souhaitez écouter une de ces langues, vous pouvez sélectionner le globe au bas de votre écran et vous allez entendre en cette langue. Nous enregistrerons également aujourd'hui en français, anglais et espagnol. Et lorsque ces enregistrements seront pleins, nous ajouterons un lien vers ces enregistrements sur la page de notre webinaire. Nous avons du temps prévu à la fin du webinaire pour les questions. Vous pouvez utiliser la section questions et réponses pour poser votre question ou vous pouvez sélectionner l'option main levée et je désactiverai votre mute. S'il y a plus de questions que de temps disponible, nous transférons les questions sans réponse dans un document et nous enverrons les réponses à tous après le webinaire. Comme je l'ai mentionné, le webinaire d'aujourd'hui est intitulé Identification persistante des instruments. Il est organisé par la RDA US et présenté par le groupe de travail RDA, Identification persistante des instruments. J'ai le plaisir de vous présenter le modérateur du webinaire, Marcus Stoker. Marcus est le chef du groupe de recherche sur les infrastructures de la connaissance au TIB, Centre d'information de Leibniz pour la science et la technologie, et un chercheur associé à l'Université Leibniz de Hanovre en Allemagne. Je vais maintenant passer la parole à Marcus et arrêter de partager mon écran. Marcus, je te laisse prendre le relais. Oui, merci beaucoup, Stéphanie, pour cette introduction. Je vais simplement partager mon propre écran rapidement. Je pense que vous devriez voir les diapositives. Donc, ce que je vais faire en premier, c'est présenter rapidement les présentateurs du jour et après cela, je donnerai une très courte introduction à la RDA
et son groupe de travail sur l'identification persistante des instruments. Donc, Rolf Kral est responsable de la gestion des données scientifiques en Allemagne, où il est responsable de la gestion des données scientifiques. Il est membre à long terme de notre groupe de travail et il va parler. Puis ensuite, nous avons Louise Darroch, qui nous vient du British Oceanographic Data Center. Elle est gestionnaire principale de données et elle a été avec notre groupe de travail depuis, je pense, le premier jour, en fait. Donc, vous allez avoir un petit peu un aperçu de comment tout cela a commencé. Et dernier, mais pas de moindre, nous avons Timur Kalman, qui est président, qui nous vient du Gesellschaft Wissenschaft d'Allemagne, qui est président du groupe de travail de l'EOSC sur la politique et la mise en œuvre du PID et président du conseil technique du Persistent Identifier Consortium for e-Research. Donc, je vais commencer avec l'introduction au PIDINST. Et j'aime commencer avec un peu d'histoire parce que c'est toujours intéressant d'entendre d'où vient un groupe. Donc, au moins de ma perspective, tout a commencé à Pitapalooza, qui est une conférence, une série de conférences. Et la première était à Reykjavik, une île, en novembre 2016. Et il y a eu la première présentation de l'identification persistante des instruments qui est encore disponible en ligne. L'esprit était un peu « yay » pour le YAPID. Donc, nous avions des plans à long terme. Nous essayons de mettre l'idée en place et voir ce que les gens en pensaient. Il y a eu un très bon retour ici dans la communauté et donc j'ai été motivée de reprendre ce sujet dans un bootcamp en début mars, au début de l'année 2017. Et c'est un bootcamp qui était organisé par deux projets, Tor et Envry Plus. Le sujet était l'intégration d'ORCID dans les infrastructures de recherche environnementale. Mais pour les gens, et c'est là que j'ai rencontré Louise Darroche, et c'est là que l'idée du groupe de travail PIDINST de la RDA est née. Pour ancrer le travail et la persistance du développement des instruments en tant que groupe de travail dans la RDA. Je pense que formellement, c'était la première fois à l'ENSKI en mars 2017. Et ensuite, tout a été assez vite. Depuis septembre 2017, nous avons le premier Burst of Feather à Montréal à P10. Nous avons eu la soumission de la déclaration de cas à la fin de l'année. En mars 2018, approbation, les choses ont commencé à pointer avec l'approbation de la RDA et le lancement à P11, Berlin. En 2019, nous avons eu la récapitulation à la P14 à Helsinki, à la P14. Et après cela, nous avons commencé à publier nos livrables. Particulièrement en mai 2020, nous avions publié l'article PIDINST. En juillet, nous avons commencé à le publier dans la RDA Supporting Outputs. Nous avons publié le livre blanc en août de la même année et nous allons parler de cela dans une minute. Et finalement, et également de manière très intéressante, le dernier développement date de mars 2022 et nous avons eu une recommandation de support pour le PIDINS schéma. Et Rolf va en parler dans une minute. Donc, pourquoi c'est important? Pourquoi tout ça est important? Pourquoi c'est important d'avoir un mécanisme d'identification persistante pour les instruments dans la recherche? C'est clair que les instruments jouent un rôle essentiel dans la création de données de recherche. Les métadonnées ils sont responsables dans plusieurs domaines. Nous avons des exemples excellents où les instruments de machinerie génèrent beaucoup de données de recherche à des niveaux primaires de manière subséquente.
la recherche, la communauté de recherche analyse cette connaissance scientifique. C'est intéressant de voir que les métadonnées des instruments sont nécessaires pour évaluer la qualité et la réutilisation des données d'un contexte vers un autre contexte. Et j'aime beaucoup citer Christine Bogman ici. Elle a écrit dans un livre intitulé Big Data, Little Data, No Data en 2015 que pour interpréter un ensemble de données numériques, il faut en savoir beaucoup sur le matériel utilisé pour générer ces données, qu'il s'agisse de réseaux, de capteurs ou de machines de laboratoire. Les utilisations possibles auxquelles je peux penser pour l'identification persistante des instruments sont bien sûr la liaison persistante des données et des instruments de recherche. Donc, ultimement, ce sont les outils de recherche, mais c'est intéressant d'avoir le lien entre les données en tant que produit et ça a une grande valeur. On peut citer des instruments dans la littérature au lieu de simplement des modèles, mais aussi faire des inventaires pour le financement, etc. Ce sont des cas d'instruments, d'utilisation. Donc, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons recueilli des cas d'utilisation. Nous avons recueilli plusieurs cas parmi la communauté pour savoir quel type de métadonnées les gens aimeraient retrouver parmi les métadonnées. Nous regardons les instances et les modèles et nous collectons ces métadonnées pour identifier des métadonnées communes sur les instances d'instruments. Nous développons et publions le schéma. Nous mettons en œuvre les commentaires de la communauté sur la révision du schéma au fil du temps. Et pendant ce temps, nous catalysons la mise en œuvre des schémas par les infrastructures PID existantes. On va en dire un peu plus dans une minute à propos de cela. Ensuite, nous passons à l'adoption du prototype par les fournisseurs d'instruments institutionnels existants. Puis également, nous engageons une communauté plus large lors des plénières de la RDA. Donc, essentiellement, nous avons développé 2 implémentations de schémas. Nous n'avions pas le but de mettre en place ou de dédier une infrastructure PID pour ces instruments, mais plutôt de tirer profit des infrastructures existantes, ce qui a beaucoup de sens pour un groupe de travail parce que mettre en place et faire fonctionner de manière durable une telle infrastructure n'est pas quelque chose de facile et peut venir à un grand coût. Donc, et c'est de l'argent que nous n'avons pas nécessairement. Donc, depuis le début, ce que nous avons appris, c'est essayons de tirer parti des infrastructures PID existantes et essayons de mettre en œuvre les implémentations dont Tibor va parler un peu plus tard. Donc, en regardant ces 2 approches, on réalise qu'ils ont des avantages et des inconvénients. Donc, pour DataSite, nous avions à développer une cartographie basée sur le PIDINST, sur le schéma PIDINST. Le problème avec cela, c'est que c'était seulement une implémentation partielle parce que, par exemple, il n'y a pas de variable mesurable et le nom du modèle n'est pas inclus parce qu'il n'y a pas de variable mesurée dans le schéma DataSite. Également, le nom du modèle n'était pas inclus. Certaines choses devaient être modifiées par rapport à la terminologie. Par exemple, créateur, c'est remplacé pour fabricant, éditeur, année de publication, etc. Toutes ces choses qui sont un petit peu, qui n'ont pas vraiment beaucoup de sens pour un instrument. Les avantages de DataSite, c'est bien sûr que c'est une infrastructure PID connue dans le monde entier. Epic, au contraire, est peut-être était peut-être une infrastructure un peu plus eurocentrique, donc plus connue en Europe, mais a le grand avantage de permettre une mise en œuvre complète du schéma PIDINST contrairement à DataSite. Donc, c'est assez connu comment tout cela fonctionne. Nous avons une approche DataSite ici, un prototype par Elman
à Berlin. Donc, nous avons une recherche pour les instruments. Nous ne pouvons pas malheureusement filtrer cela pour l'instant, mais nous travaillons sur cela avec DataSite pour spécifier les instruments, mais c'est ce que vous allez avoir comme résultat sur ce site quand vous avez la recherche et vous pouvez bien sûr résoudre les DOI et vous avez une page d'accueil de Elmin Center Berlin. Similairement, l'approche EPIC, nous avons l'implémentation complète du schéma. Donc, vous pouvez voir au centre ici, vous pouvez aussi accommoder des variables mesurables pour des méthodes spécifiques d'instruments, des manufactures. Ce n'est pas possible avec DataSite pour ce schéma aussi facilement qu'avec l'approche EPIC. C'est aussi un exemple que nous avons pour le BIOC, le prototype par Louis. Vous pouvez voir les métadonnées, le système MET, mais également les DOI qui nous emmènent à une page d'accueil qui est bien sûr une machinerie. Donc, nous avons eu un nombre de livrables, comme nous l'avons mentionné plusieurs fois. Ça, c'est le journal Data Science. Nous avons eu un article qui a été diffusé il y a quand même un moment, en 2020. La recommandation RDA, c'est le soutien le plus récent et intéressant du groupe, qui est maintenant soutenu comme un DOI. Et ensuite, nous allons aussi parler des ressources additionnelles et qui continuent d'évoluer, que nous avons accommodées pour vous. Les meilleures pratiques, les nouveaux exemples d'implémentation nous serons capables de changer et de nous adapter et d'adapter cette page. Donc, prochaine adoption, nous avons été adoptés par le Helmholtz Zentrum Berlin, mais aussi un nombre d'adopteurs. Donc, Sensor Community en est un exemple. Register System, Catalog System. Nous avons plusieurs adopteurs dans des infrastructures de recherche, par exemple, les NVRI communautés, le AWI, mais aussi le ICOS, mais aussi d'autres communautés de pratique avec lesquelles nous avons travaillé ensemble pendant les derniers 6 à 12 mois. Nous avons aussi So the next steps, we plan now to submit the white paper as RDA supporting outputs. We, of course, continue maintaining the schema and implement the required changes. We like to support adoption and implementation of the PDIN schema with interested parties, and also look into developing best practices, how to implement the schema with additional metadata, perhaps in data repositories, for instance, using technologies like DCAT, schema.org. We are also thinking, also aligned a little bit with the recent developments in IGSN and ROR, how a sustainability model could look like for PDINST. And of course, we continue engaging with the broader community. That's in particular I4IOS in Australia, RRID community, but also iAdopt in RDA has interesting proposals, in particular to describe the measured variables, and we could link to this. So that's from my side. So I like to pass over now to Rolf. Thank you very much. Yeah, hope you see my slides okay. Yeah, as Markus introduced me, so I will talk about the PDIN's metadata schema. And these metadata are the metadata that are supposed to be registered in the PID infrastructure. That means it's not the metadata that you might put on the instrument landing page. There you could put more information and even community specific
information, but here we concentrate on the data that we put in the PID record. And we concentrate in this PID schema on the information that is needed to identify the instrument instance. Obviously, so since this is a global schema that needs to be applicable to all sorts of instruments used in all scientific domains, the schema needs to be generic. And that means it is difficult to put, say, to go too much into technical description, because that is forcibly community specific. So that is very much on the surface on all what is, say, goes into technical details. But I would say one of the most important points in the schema is to allow to add links to other sources of informations, and there you could then have all the, say, community specific information. And as Markus already explained, when you're using DataCite DOIs, then you need to map the PID schema onto the DataCite metadata. I would like to go through the properties in the PID schema, but I won't go into the details of all the sub-properties. I just want to give an idea of what sort of information we record in the schema. And so for the properties, we have of course, the identifier that is the PID instance itself. We have a property for the schema version, because obviously that schema might evolve in the future, and then we want to make clear which version has been used to record this PID record. So at the moment, you would just put 1.0 into that. Of course, you have the landing page, that is a URL that the PID inst resolves to, and you have a name of the instrument. So this should be preferably meaningful for the users of the instrument, and hopefully unique within the organization that manages it. As further properties, Markus already mentioned, we have the owner of the instrument. So that means that is an organization that manages the instruments. That may or may not be the legal owner. It could also be an organization that hosts or operates the instruments, or that provides access to the instrument. And that is a multi-valued property. You can have more than one owner registered in the metadata. Then you have the manufacturer. That is an organization that builds the instrument. Maybe a commercial company, if that is a off-the-shelf instrument. That would be the company that puts the instrument on the market. But we also have, say, custom-built instruments, and then it is very likely that the owner is also the manufacturer, and then you would put the same organization in both properties. And again, you can have more than one manufacturer in one PID inst record. Then for what we cover in terms of technical details, we have the model name of the instrument. So that might be a brand name if for an off-the-shelf product. That property is optional, because for a custom-built instrument, you might not have a model name. We have a textual description, and that is mostly so any potential user of an instrument should be able to read that description and make sense of what is that instrument doing and what it is capable of. We have the instrument type. So you could put some sort of classification of what kind of instrument it is. But at the moment, there is no global classification scheme that would apply to all instruments in all scientific domains. And therefore, for the moment, instrument type is free text.
And similar, it goes for the measured variables. These are the variables or properties that this instrument observes or records. And again, there is at the moment no global classification scheme or naming scheme for variables, and therefore again this is free text. But of course, also for instrument type and measured variable, if you are in a specific community that uses some kind of classification scheme, then of course you are it is recommended to use that terms from that classification scheme in your community. Then we have a date property. That means all the relevant dates pertaining to the history of the instrument. Most prominently is then the date that this instrument has been commissioned, and if it does not exist anymore, the date that it has been decommissioned. The next property is a related identifier. That is exactly that mechanism to link external sources of information. I come to that in the next slide. And finally, we have alternate identifier. That is to be used if that instrument is also registered somewhere else, not only with that persistent identifier. Then you could put that references to that other registrations of that instrument. That could be, say, the serial number from the manufacturer, or that could be the inventory number used by the owner. So these are probably the most common cases for alternate identifier. And in order to, say, explain what you could put potentially into related identifier, I just list all the relation types that we consider. We have is described by, and that means that would link to a document describing the instrument. You might have a scientific paper describing the instrument. We have is new version of and is previous version of. That is for version management. So if this instrument is substantially be modified, you might attribute a new PID to the new version, and then you could link the two versions with is new version of and is pre-version of. Similarly, as for has component and is component of, you might have the case of a, say, complex instrument that is composed of multiple sensors. Then you might want to attribute PIDs also to the individual components. And then you can say, okay, that sensor is a component of that larger complex instrument. We have references that is more or less a generic catch-all case if nothing else applies. We have what is maybe important has metadata. So if you have other metadata describing that instrument, maybe in some community specific standard, then you can link that, and that way you would have then a machine readable description including all the technical information. And finally, we have was used in, that is for linking deployment or research activities of that instrument. Is identical to is for deduplication of PIDs. Normally, you should only have one PID for that instrument, but if it happens that you cannot avoid that, then you can at least, say, mark these duplicates with is identical to. And finally, we have is attached to. That is sometimes you have one instrument that is permanently attached to another instrument, and then you can link these. And that was already
what I wanted to report. I put the reference to the RDA recommendation, the schema also on the slide, so you can look them up. Great. Thank you very much, Rolf. The next speaker is Luis. Okay. Right. Can you see my screen? All good. Sorry, yes, we can. I was double muted. All clear. Thanks. Parfait. Nous étions sur muet. OK, donc quel document? De quoi parle le papier blanc? Donc, ça peut être un peu intimidant, les instruments, les PID, particulièrement si nous étudions les instruments ou si nous avons les métadonnées, si nous avons les fichiers de données. Donc, le papier blanc cherche vraiment à nous donner des exemples pratiques et des outils pour rendre ce processus facile pour eux. Ça a été publié sur MetaDocs, donc sur Read the Docs. Donc, vous avez le lien, vous pouvez aller le regarder. C'est en ce moment en projet, mais nous espérons le soumettre idéalement en 2022 en tant que support du RDA, résultat du support de la RDA. Donc, nous avons des providers qui nous permettent d'avoir pour les PID. Nous avons compilé des cookbooks qui nous donnent des informations avec les logiciels Epic et pour les fournisseurs Epic et DataSite. Également, les schémas de métadonnées. Le schéma de métadonnées a été dessiné, conçu pour nous aider à communiquer. Nous avons des données sur les propriétaires, le manufacturier qui sont faites. Nous voulons que ces données PID de métadonnées soient utilisées par toutes les communautés, mais bien sûr, beaucoup de communautés ont leurs propres meilleures pratiques choisies. Donc, pour aider à cela, nous avons ajouté des propriétés qui aident à clarifier les données, les métadonnées courantes que nous avons. Donc, par exemple, avec le nom du propriétaire, nous pouvons en fait ajouter des identifiants pour, disons, un vocabulaire contrôlé qui permette de décrire le propriétaire. Et de cette manière, si nous utilisons la terminologie de contrôle, nous pouvons en fait aider les communautés à clarifier l'information qu'ils mettent et ça aide les machines également à communiquer les unes avec les autres. Donc, l'exemple que j'ai ici, c'est un exemple de contrôle de vocabulaire provenant du serveur. Et ce qui est très bien, c'est que si nous utilisons un vocabulaire contrôlé comme cela résout à obtenir une page d'accueil avec cette information dedans. Donc, les
informations de la machine sont là. Et nous pouvons ajouter du sens à la terminologie que nous sommes en train d'utiliser dans nos schémas de métadonnées. C'est quelque chose de vraiment, c'est vraiment en fait un vocabulaire contrôlé qui est implémenté et que nous sommes en train d'utiliser. Vous n'avez pas à seulement utiliser du vocabulaire contrôlé ou des terminologies contrôlées, vous pouvez utiliser également d'autres PID. Dans cet exemple particulier, j'ai Lockheed ID pour les chercheurs. Et ce genre d'identifiants peuvent être utilisés pour décrire le propriétaire d'un instrument. Et avec le ORCID ID, nous arrivons sur la page de données et dans cet exemple particulier, les PID qui envoient des métadonnées structurées améliorent la compréhension par les machines. Non seulement la façon dont les machines communiquent, mais la façon dont les machines se comprennent. Donc, la page d'accueil. Je pense que c'est assez bien compris ou accepté en tout cas que les PID devraient aboutir à une page d'accueil. Mais une de nos recommandations est de nous assurer que nous avons assez de métadonnées pour identifier l'instrument. Et ce que nous voulons dire par cela, c'est que c'est devenu une représentation digitale de cet instrument. De la même manière que les senseurs feraient. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a beaucoup de métadonnées légères, donc nous pouvons ajouter des métadonnées plus dynamiques par rapport à l'instrument. Donc, nous pouvons ajouter des informations sur son étalonnage, son déploiement, son emplacement. Nous voulions avoir les raisons pour lesquelles nous cherchions à laisser de côté certaines de ces informations plus dynamiques. Quelques exemples de pourquoi. Je pensais simplement à mon aspirateur robot. C'est en fait une plateforme qui a beaucoup de senseurs, incluant ceux qui ont des informations sur la concentration de saleté sur le sol. Et donc, il nettoie ma maison chaque jour. On peut même trouver certains de ces aspirateurs robots qui ont des applications et on peut savoir où est-ce qu'ils sont dans la maison. Ce sont des types d'informations qui seraient plus difficiles à mettre à jour régulièrement dans le PID. Donc, c'est quelque chose que nous avons écarté. Nous avons aussi un exemple du Marine Center, des avions sous-marins et qui mesurent automatiquement des choses. Et dans cet exemple, le premier a été envoyé depuis le New Jersey pour aller jusqu'à la côte de Barcelone. Et après 221 jours, il a été récupéré, mais il était constamment en mouvement. Donc, ça nous indique le type de données que nous pouvons avoir sur notre page qui peuvent être orientées vers l'homme ou structurées pour les machines. Donc, ce sont des exemples d'une page d'accueil d'un instrument PID. Donc, la liaison avec les instruments physiques. Nous avons vu nos instruments et nos PID, mais comment est-ce que nous pouvons découpler les instruments du PID? Assez souvent maintenant, chaque fois que j'achète un paquet digital comme un routeur Wi-Fi ou un aspirateur, par exemple, souvent il y a un code QR sur le bas. Et ça va en fait emmener à des choses comme des applications
qui vont nous aider à contrôler l'instrument et également au manuel par rapport à l'instrument. Donc, ça reste sur l'instrument qui nous emmène à la page d'accueil. Les liens vers les ensembles de données, je pense que Marcus en a parlé un peu avant. C'est en fait DataSite. C'est un DOI. Dans l'enregistrement XML, nous pouvons avoir le lien qui produit ce DataSite. Donc, nous avons des identifiants reliés avec les types de relations qui sont, avec le nom de relation is compiled by. Et finalement, certaines personnes ont dit qu'ils cherchaient à mettre des PID dans les data files qui accueillent les données des instruments. Donc, par exemple, on a eu un projet au Royaume-Uni qui avait un projet pour le NetDF. Ils avaient des variables dans le dossier. Nous avons des données comme la température de la surface de l'eau. Et dans le grip de l'instrument, nous avons des variables qui décrivent des métadonnées à propos de cet instrument. Et une des variables est le PID de l'instrument. Donc, en résumé, le livre blanc est là pour aider à passer à travers la publication, l'utilisation des PID des instruments. Ça peut être, même si ça peut s'avérer intimidant, il y a des exemples pratiques qui facilitent le processus et nous espérons que le livre blanc évoluera avec plus d'exemples au fur et à mesure que les instruments PID sont utilisés et nous espérons produire la version statique en tant que résultat du soutien de la RDA en 2022. Oui, merci beaucoup, Louise, de nous avoir présenté le white paper. Et finalement, Tibor, parle-nous du Bedienst. Tibor, you're still muted. Tibor, tu es encore sur muet. Oui. Est-ce que vous pouvez m'entendre maintenant? Parfait, oui. Est-ce que vous pouvez confirmer que vous voyez la présentation? Parfait, merci. Merci, bienvenue de mon côté. En tant que dernier présentateur, je dois faire très attention au temps. Je vais brièvement vous introduire le service Bituinst aujourd'hui, qui est un service d'identification permanente des instruments. Premièrement, je vais parler de notre motivation, pourquoi nous sommes en train de créer ce service. Et ensuite, je vais vous montrer la preuve de concept que nous avons en ce moment. Et je vais dire quelques mots par rapport à notre activité courante et notre développement. Donc, commençons avec l'idée et la motivation de commencer ce service. Nous avons vu plusieurs développements et nous avions identifié des tendances. En gros, premièrement, nous avons trouvé qu'il y avait des registres dédiés qui ont été créés au niveau communautaire pour tous les types de capteurs, petits ou grands registres, mais habituellement, nous avions des modèles de données qui nous ont inspirés à voir comment harmoniser les informations. De notre côté, les registres ont commencé à attribuer des PID à leurs instruments, donc nous avons vu l'émergence de nouveaux types de PID qui avaient été créés. Donc, étant donné que ce n'est pas tout le monde qui veut ou peut faire tourner ce genre de service seul, il
il y avait une demande de description des instruments et des registres par une ressource publique. Quel est l'impact possible? Quel est l'usage et quels sont les impacts possibles pour un tel usage de registre? Donc, cet usage veut dire qu'on peut partager certaines données sur l'instrument et en identifiant cet instrument uniquement. Il y a de la possibilité de suivre les instruments dans les deux directions. Si le PID de l'instrument a été identifié dans une publication. Les instruments PID peuvent aider à suivre les résultats scientifiques et on peut voir quel instrument a été utilisé pour créer les ensembles de données. Ils peuvent également aider à suivre les résultats scientifiques des instruments. Tout cela peut nous aider à mettre en place des services ajoutés de valeur, comme donc, à quoi pourrait ressembler un tel service? Donc, ça, c'est le service B2Inst et la page d'accueil de la preuve de faisabilité pour notre service B2Inst avec les technologies établies appelées B2Share. Et je pense que nous voyons que la technologie est basée sur NVNet et MedZenodo si vous êtes familier avec Zenodo. Dans certains cas, l'architecture de service et l'approche est plus large, mais des plus petites instances peuvent être faites basées sur des plus petites communautés. Avec B2Share, nous avons des éléments de base pour le registre de base. Donc, nous avons les métadonnées qui sont générées pour la page d'accueil et les PID sont générés pour les objets de métadonnées. L'interprète s'excuse, le texte n'était pas très clair. Heureusement, la technologie nous permet de modifier certaines parties du schéma et le schéma et la façon de gérer le schéma trouvé dans le registre et nous pouvons adapter le schéma PIDINST. Donc, comme démonstration de faisabilité, le schéma a été changé et le schéma PIDINST a été installé. Je vais revenir à cela dans une minute. Nous avons également fait quelques petits changements à l'interface d'utilisateur pour les métadonnées, mais nous avons continué des fonctionnalités de base, comme par exemple être capable de charger des données, par exemple les informations sur les instruments comme le manuel ou le code QR ou tout autre type d'informations. Donc, laissez-moi vous montrer quelques captures d'écran de l'interface utilisateur. Cela vous montre à quoi ressemble notre page d'instrument en ce moment. Donc, nous avons le nom de l'instrument, des choses génériques comme le nom, la description de l'instrument ainsi que l'identifiant assigné à cet instrument. Nous avons aussi des informations un peu plus basiques qui sont plus importantes. Vous pouvez voir au milieu, c'est assez similaire à ce que Rolf nous montrait. Et vous pouvez voir aussi d'autres options, d'autres fichiers optionnels si vous voulez les télécharger. La technologie que nous utilisons supporte également les communautés. Dans nos cas d'utilisation, nous avons des discussions avec nos communautés et en fait, ces communautés ont eu beaucoup de demandes par rapport à leurs instruments et donc le schéma PIDINST pourvoit un minimum
d'attributs dont nous avons besoin. Dans Bitwinst, nous avons la possibilité d'utilisation de communauté et nous pouvons ajouter des fonctionnalités et des extensions au schéma original Pitinst. Oui, donc, pour ce qui a trait à l'information qui a été enregistrée pour les instruments par défaut, l'enregistrement de l'information est disponible de manière publique, mais créer et entretenir l'information des instruments demande une autorisation. Il y a un bouton de connexion et nous avons une gestion fédérée de l'identité. Donc, les utilisateurs peuvent utiliser leur compte à la maison. Ils n'ont pas besoin, leur propre compte, ils n'ont pas besoin de s'enregistrer pour ces services. Ce service en tant que tel est fait pour pour avoir un portfolio d'utilisateurs que nous avons besoin de remplir plusieurs procédures de gestion de services et réquisition. Et le Between Service sera enregistré et ils sont situés dans le portfolio de services EUDAT. J'aimerais partager le fait que le Between Service est conçu comme une composante qui peut être facilement ajoutée à des flux de données de recherche. Donc ici, oui, je ne vais pas aller en détail maintenant, mais certains des identifiants sont utilisés pour les objets digitaux, donc pour les ensembles de données qui sont publiés, les éléments publiés. Ça peut être un bon endroit pour penser au référencement ou pour impliquer les instruments. Pour l'état actuel et les plans futurs que nous avons, la carte de route et l'échéancier ont malheureusement été changés plusieurs fois. Il y a plusieurs raisons pour cela. En gros, nous sommes maintenant en train de faire face à 3 grands problèmes et en ce moment, le service de preuve de faisabilité qui a été hébergé auparavant chez Middlepoint qui était hébergé par Surf a été maintenant déplacé vers JWDG, mon organisation, et nous espérons pouvoir une mise à jour du service de production. Nous attendons la prochaine version du schéma DataSite. Donc, pour l'instant, la version 4.4 permet d'avoir certaines possibilités d'inclure les métadonnées dans les enregistrements PID eux-mêmes. Et les mises à jour de cette année vont pouvoir un meilleur support, ainsi que d'autres propriétés. Nous attendons également la prochaine version des technologies de base B2Share qui va nous donner plus de flexibilité pour gérer les extensions de métadonnées qui sont demandées, qui sont requises par nos communautés de Bitwinst. Oui, donc sur ce, je vais terminer ma présentation et je pense que nous sommes prêts pour les questions. Oui, merci beaucoup Tibor pour cette introduction à Bitwinst. Je pense que c'est une ressource de grande valeur. Maintenant, nous avons quelques minutes qui nous restent pour des questions. Donc, j'aimerais inviter tous les présentateurs à rallumer leur caméra. Nous avons déjà répondu à beaucoup de questions dans le clavardage. Donc, merci beaucoup à tous ceux qui ont participé ici. Pour être honnête, j'aurais besoin de peu d'aide ici pour savoir ce qu'il reste dans le chat. Si nous n'avons pas répondu à votre question pour l'instant, s'il vous plaît, levez la main. Vous pouvez la poser directement ou utiliser la fonction question-réponse et copier votre question et je vais pouvoir suivre cela. Le clavardage est très vivant ici.
Ce serait ma suggestion. I think the fastest Je might pense be que raise your hand. la solution serait de lever la main. So I think Donc, Jay je pense que Jay raised his hand. a levé la main. Yeah, I'll go ahead and I'll allow. Je vais permettre à Jay de parler. Okay, Jay, are you? OK, Jay, Can we hear you? est-ce que nous pouvons t'entendre? Yes. Oui, vous pouvez m'entendre maintenant? Parfait, c'est fantastique. Parfois, c'est même pire, excusez-moi. J'avais une question pour vous tous en lien avec le fait que, avec les instruments, nous avons généralement une documentation de méthodes pour les utiliser, pour les calibrer, qui sont en général les meilleures pratiques. Et je n'étais pas sûre que j'ai vu aucun outil ici pour permettre un lien vers ces méthodes dont nous avons besoin pour les instruments particuliers. I guess the Je pense que la meilleure chose à faire serait si ces meilleures pratiques ou ces documents ont des PID qui leur sont propres, vous pouvez lier ce document en utilisant les identifiants is documented by. OK, donc nous devrons avoir des PID pour tous les documents, les meilleures pratiques. Et nous avons les DOI, ce qui fonctionne, et nous avons une façon de les chercher que nous pouvons, avec laquelle nous pouvons pouvoir un lien direct à votre système si c'est souhaité. Oui, bien sûr, vous avez deux façons. Vous avez de l'instrument vers la documentation. Vous pouvez utiliser le PID, le lien qui s'appelle instrument. Les Related Identifier Instrumented by et le Relation Type est une autre direction qui existe pour les documents, au moins sur DataSite. Je ne sais pas si c'est sur le reste du schéma, je dois admettre. Je crois que ça s'appelle le document ou quelque chose comme ça. Et là, vous pouvez lier le PID de cet instrument depuis votre document de description. Ce serait très attirant et ça nous permettrait de fonctionner d'une autre manière, de manière à ce que les descriptions des métadonnées que nous avons puissent nous aider pour les métadocuments. Parfait. Je dois nous arrêter ici. Il y avait une question de Denise qui est dans le clavardage. Et sur ce, nous allons passer la parole à Mélanie pour finir le chat. Can you see my screen? Est-ce que vous pouvez voir mon écran? And Nous Lindsay, pouvons. if you Oui. put your question in the Q&A, Et Diane, si vous mettez les questions dans le questions et réponses, je vais faire une question dans le Q&A pour s'assurer que nous répondons à tout. Rejoignez-moi pour remercier Marcus, Rolf, Louise et Tibor ainsi qu'au groupe de travail de la RDA sur l'identification persistante des instruments pour leur présentation. Je tiens également à remercier les personnes en coulisses, Megan et Rebecca pour leur soutien technique, Lina pour enregistrer nos interprètes. Je veux remercier nos interprètes en espagnol et en français. Je veux remercier Lina Harper de l'Alliance de recherche numérique du Canada pour avoir organisé les services d'interprétation en français. Et merci à notre interprète française Yanitza Cornano. Et merci à Federico Cetrangolo et à Andrea Moracampos de la Référencia pour avoir organisé les services d'interprétation en espagnol. Et merci à notre interprète espagnole, Roxane Gutiérrez. Comme je l'ai mentionné précédemment, l'enregistrement de ce webinaire et de ces diapositives seront disponibles sur la page webinaire du site de la RDA. Nous avons bien sûr des webinaires à venir dans ces séries. La plénière 19 se tiendra pendant la Semaine internationale des données. Vous pouvez voir à l'écran les prochains groupes qui vont présenter.
La prochaine plénière sera tenue du 20 au 23 juin 2022 pendant la Semaine internationale des données à Séoul, en Corée du Sud. Pour l'instant, elle est programmée comme une réunion hybride avec un nombre de places limité pour une participation en personne. Pour en savoir plus, consultez le site web de la RDA et vous trouverez des informations sur les modalités d'inscription. Et nous venons de lancer notre série de podcasts RDA Data Streams. Et notre premier était une entrevue avec Mark Parson et Andreas Rober qui parlaient les deux coprésidents d'un de nos groupes RDA les plus anciens. Et la prochaine série portera sur 4 groupes RDA récemment approuvés. J'ai été sur les attributs et dépôts de données, sur la granularité des données, les groupes d'intérêt, sur les données sensibles et sur les stratégies nationales de NID. Je vous remercie de nous avoir rejoints aujourd'hui et d'avoir participé et nous espérons que vous allez nous rejoindre dans le futur.